Salam alaikum wa rahmatullah, vous êtes sur votre chaîne YouTube Cours Eco. Dans la vidéo, on continue notre série des questions autour du contrôle de gestion en exercice. Dans la vidéo, c'est la deuxième série et on commence par la question numéro 18. Question numéro 18. La gestion budgétaire permet d'établir les budgets, de les contrôler et de les mettre à jour. C'est un outil de contrôle de gestion. Aucune réponse n'est exacte. Améliore les performances de l'entreprise. Comme on a déjà vu que la gestion budgétaire permet d'établir les budgets, les ventuler, de les contrôler et de les mettre à jour. C'est un outil de contrôle de gestion vrai. Parmi les outils de contrôle de gestion, on a la gestion budgétaire, comptabilité générale, comptabilité analytique et les tableaux de bord. Améliorer les performances de l'entreprise, oui. Donc, les bonnes réponses pour question numéro 18, la réponse A, la réponse B et la réponse D. Question numéro 19. Processus budgétaire suppose qu'il y a une budgétisation, prévision et contrôle. Prévision, budgétisation et contrôle. Aucune réponse n'est exacte. Exécution, budgétisation et contrôle. Le processus budgétaire normalement est composé de 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de prévision. Prévision des quantités à commercialiser, des quantités à produire et des quantités à approvisionner. Par la suite, la quantité prévue est normalement représentée en tableau en valeur monétaire et ventulée par produit, par prix et par région, ce qu'on appelle la période ou bien l'étape de budgétisation. La troisième étape du processus budgétaire, c'est l'étape de constat. Le constat de l'écart global entre les réalisations et les prévisions. L'écart global est décomposé en sous-écart, écart sur quantité, écart sur prix ou bien écart sur coût. La quatrième étape, c'est l'étape de la justification des différences, l'interprétation du résultat et la proposition des mesures correctives pour ajuster les budgets, ce qu'on appelle l'étape de l'ajustement. Voilà donc les 4 étapes pour processus budgétaire. La bonne réponse pour question numéro 19, c'est que le processus budgétaire suppose qu'il y a une prévision, budgétisation et contrôle, c'est-à-dire la réponse B. Question numéro 20. La prévision budgétaire, c'est la première étape du processus budgétaire. Oui. Permet d'établir les différents budgets. Non. L'équivalent monétaire des quantités prévues. Non. La deuxième étape du processus budgétaire. Permet de comparer les écarts et prendre les mesures correctives. C'est la dernière étape du processus budgétaire. La bonne réponse pour question numéro 20, c'est la réponse A. Question numéro 21. Les techniques de prévision des ventes, techniques quantitatives, techniques qualitatives, aucune réponse n'est exacte, technique quantitative et technique qualitative. La bonne réponse pour question numéro 21, c'est que les techniques de prévision des ventes, ce sont des techniques quantitatives et des techniques qualitatives, c'est-à-dire la réponse D. Question numéro 22. Les méthodes quantitatives de prévision des ventes, la programmation linéaire, non. Les questionnaires, non. Les études de marché, non. Lissage exponentiel, oui. La programmation linéaire, c'est une méthode pour déterminer la quantité à produire. Les questionnaires, les études de marché, ce sont 2 méthodes qualitatives pour prévisionner les ventes à commercialiser. Lissage exponentiel, c'est une méthode quantitative des prévisions des ventes. Donc la bonne réponse pour question numéro 22, c'est la réponse D. Question numéro 23. Le budget de vente quantifie le niveau d'activité en volume et en valeur. Aucune réponse n'est exacte. Ventile la production par région ou par période. Représente les prévisions et la ventilation des quantités produites. Normalement, le budget de vente quantifie le niveau d'activité en volume et en valeur, c'est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires. Ventile la production par région ou par période, normalement, la deuxième étape, budgétisation de production. Représente les prévisions et la ventilation des quantités produites. Aussi, c'est une étape de la budgétisation
des quantités produites. La bonne réponse pour question numéro 23, c'est la réponse A. Question numéro 24. Un programme linéaire se traduit par contraintes techniques internes et concurrentielles, ou bien contraintes économiques, financières et logistiques, contraintes économiques, techniques et commerciales, ou bien contraintes économiques, techniques et externes. Un programme linéaire de production, ou bien pour résoudre les différentes contraintes pour trouver la quantité à produire. Normalement, il est lié aux plusieurs contraintes internes et contraintes externes. Contrainte interne, ensuite la contrainte économique ou bien la fonction objective à maximiser ou bien à minimiser. La contrainte technique relative aux capacités de production. La contrainte logique relative à la quantité à produire. Et contrainte externe relative à la quantité commercialisée. Donc, la bonne réponse pour question numéro 24, c'est la réponse C, à savoir contrainte économique, technique et commerciale. Question numéro 25. L'insuffisance de la quantité stockée provoque un coût de stockage, un coût de passation, un coût de position ou bien un coût de rupture. Normalement, la quantité stockée provoque un coût de stockage ou bien un coût de position, alors que l'insuffisance de la quantité stockée suite à une consommation massive ou bien suite à un retard de délai de livraison provoque un coût de rupture. C'est-à-dire que la réponse pour question numéro 25, c'est la réponse D. Question numéro 26 permet de classer les quantités stockées en ordre décroissant selon leur valeur monétaire. La loi de Pareto, méthode ABC, loi 80-20, aucune réponse n'est exacte. La loi de Pareto, c'est une loi de gestion de stock. Elle permet de classer les quantités en ordre décroissant selon leur valeur monétaire. Méthode ABC, c'est une méthode aussi de gestion de stock, classe le stock en 3 catégories. La loi 80-20, c'est pas une loi, donc la bonne réponse pour question numéro 26, c'est la réponse A. Question numéro 27. Le stock d'alerte égale le stock minimum moins le stock de sécurité. Stock de réapprovisionnement égale le stock de sécurité moins le stock minimum, ou bien aucune réponse n'est exacte. Pour répondre à cette question, on va utiliser le schéma. Le schéma normalement représente le niveau de stock relatif à des dates différentes. La date N, c'est-à-dire le début que tu as un stock appelé stock initial. La date N1 que tu as une quantité Q1 et la date N2 que tu as une quantité Q2. La date N1 appelée date de lancement ou bien la date de passation d'une commande. Faites le cas, la quantité Q1 relative à la date de passation de commande que tu as un niveau de stock appelé stock d'alerte. La date N2, c'est la date de la réception de la commande. Que tu as une quantité Q2, à de la quantité Q2, que tu as un niveau de stock appelé stock de sécurité. La différence entre la date de passation d'une commande et la date de la réception d'une commande appelée délai de réapprovisionnement. Et la quantité consommée au cours du délai de réapprovisionnement, c'est-à-dire quantité de stock consommée entre la date de passation de commande et la date de la réception de la commande, appelée stock de réapprovisionnement, est égal le stock d'alerte moins le stock de sécurité. Qui prend d'abord le stock minimum. Le stock minimum ou le stock qui correspond à la date de la réception de la commande. Voilà le stock minimum. Donc on résume et on peut dire que le stock d'alerte égale le stock de sécurité plus le stock minimum. Maintenant, on peut répondre à la question numéro 27. Le stock d'alerte égale le stock minimum moins le stock sécurité, non. Égale le stock de réapprovisionnement, c'est-à-dire le stock consommé au cours du délai de réapprovisionnement, non. Égale le stock sécurité moins le stock minimum, non. La bonne réponse donc pour question numéro 27, c'est la réponse D.
Pourquoi? Parce que le stock d'alerte est égal au stock de sécurité plus le stock minimum, ou bien la quantité de sécurité plus la quantité minimum. Question numéro 28. Un écart circo-négatif, c'est un écart favorable, écart défavorable, écart sans signification, ou bien aucune réponse n'est exacte. Toujours l'écart est égal les réalisations moins les prévisions. Quant au écart circo est égal le coût réel moins le coût prévisionnel. Si il est inférieur à 0, c'est-à-dire que les coûts réels sont inférieurs au coût prévisionnel, dans le cas, l'écart est qualifié écart favorable. La bonne réponse pour question numéro 28, c'est la réponse A. Question numéro 29. Un écart sur objectif positif, c'est-à-dire c'est un écart favorable, écart défavorable, écart sans signification, ou bien aucune réponse n'est exacte. Un écart sur objectif ou bien un écart sur chiffre d'affaires positif égale le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévisionnel supérieur à 0, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires réel supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel. Dans le cas, l'écart est qualifié un écart favorable. C'est la réponse A pour question numéro 29. Question numéro 30. Écart sur quantité est égal à quantité réelle moins quantité prévisionnelle fois le prix réel. Quantité réelle moins quantité prévisionnelle fois le prix prévisionnel. Quantité prévisionnelle moins quantité réelle fois le prix prévisionnel. Ou bien prix réel moins prix prévisionnel fois la quantité réelle. Toujours, l'écart est égal les réalisations moins les prévisions. Pour l'écart sur quantité est égal quantité réelle moins quantité prévisionnelle, mais fois le prix prévisionnel. C'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 30, c'est la réponse B. Pour prix réel moins prix prévisionnel fois quantité réelle, c'est un écart sur prix. 31e question. Pour financer le déficit de la trésorerie, on trouve la facilité de caisse, les crédits finançants, les créances commerciales, la facturage, crédit par caisse. Normalement, l'entreprise se trouve devant trois modalités pour financer le déficit de la trésorerie. On peut citer comme première modalité les crédits par caisse. Deuxième modalité, c'est les crédits finançant les créances commerciales et autres alternatives de financement. Pour les crédits par caisse, on trouve le découvert et la facilité de caisse. Pour les crédits finançant les créances commerciales, on trouve l'escompte et la facturage. Pour autres alternatives de financement, on trouve l'augmentation de fonds de roulement, on trouve l'augmentation du compte courant, l'augmentation du capital social, ou bien la diminution des besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire augmentation délai crédit fournisseur ou bien diminution délai crédit client. Voilà les différentes modalités de finançant la trésorerie de l'entreprise. Pour question numéro 31, pour financer le déficit de la trésorerie, on trouve les crédits finançant les créances commerciales et les crédits par caisse. Pourquoi? La facilité de caisse, il y a la facilité de caisse normalement qui n'a fait le crédit par caisse. La facturage, il y a la facturage qui n'a fait le crédit finançant les créances commerciales. La bonne réponse ou bien les bonnes réponses pour question numéro 31, c'est les réponses B et les réponses D. Question numéro 32, les méthodes de prévision des quantités à produire, la programmation linéaire, les questionnaires, les études de marché, lissage exponentiel. La programmation linéaire, c'est une méthode à partir duquel l'entreprise détermine la quantité à produire. Les questionnaires, les études de marché, ce sont deux méthodes qualitatives de prévision des ventes. Lissage exponentiel, c'est une méthode quantitative de prévision des ventes. La bonne réponse pour question numéro 32, c'est la réponse A, à savoir la programmation linéaire. Voilà donc, on a terminé la deuxième série de questions autour du contrôle de gestion en exercice. À la prochaine série. Salam alaikum wa rahmatullah.